Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. La semaine dernière était évoquée l'œuvre d'Yves Bonnefoy. 2 volets y avaient été consacrés avec la pleine conscience d'un inévitable inachèvement, voire d'une coupable incomplétude. Ce constat vaudra du reste pour tous les poètes dont il sera question. Rien n'interdira alors, si de bons augures le permettent, de repartir à l'avenir à la rencontre de poètes dont l'œuvre aura déjà été effleurée. Toutefois, c'est aujourd'hui une première rencontre avec celui à qui fut décerné le titre de prince des poètes le 30 avril 1960, une quinzaine de jours avant sa mort dans son appartement du quai Louis Blériot à Paris, le 17 mai 1960. Je veux nommer Jules Supervielle. Prince des poètes, un tel titre, refusé par Saint-Jean-de-Perse, peut les honorer tous. Homère, Virgile, Ronsard, Verlaine, tant d'autres. Ce dernier, je veux parler de Verlaine, fut sacré tel par un référendum organisé par Maurice Barrès auprès des hommes de lettres qu'il côtoyait. Quant à Jules Supervielle, son élection le place entre Paul Fort et Jean Cocteau. Quelque valeur que l'on veuille accorder à un tel titre, reste que cette émission se propose précisément de remonter la longue chaîne de l'encre, c'est là le titre d'une œuvre de Bonnefoy, qui relie tous les poètes entre eux. Une sorte, en somme, de longue concaténation qui en appelle à toutes les voix poétiques et qui pourrait blâmer un francophone de jouer en écho sur les homophones des mots encre et voix. Enfin, le poème de Baudelaire, Les Phares, qui rythme la concaténation des grands peintres, Rubens, Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, Puget, Watteau, Goya, Delacroix, tous princes de la peinture, même si le sculpteur Pierre Puget est aujourd'hui bien peu connu, ce poème Les Phares ne se clôt-il pas par ce quatrain évocateur? Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Alors, Jules Supervielle, prince des poètes, poète impeccable, parfait magicien ès lettres françaises, pour employer les mots de la dédicace des Fleurs du Mal à Théophile Gautier? Supervielle, phare ou prince? Lisons un premier poème, sans titre, qui donnera le ton, à titre d'approche, d'esquisse, comme pour répondre à la question posée précédemment. Je rêve que je rêve, et je suis là pourtant, devant vous, jeune fille, ô comble de jeunesse, mais vous êtes réelle et si sûre du temps qui vient vous courtiser, alors qu'il me délaisse, dans un coin de brouillard toujours sans feu ni lieu, d'où je vois vivement aller venir vos yeux et s'avancer vers moi quelque secrète barque, vide, où mon cœur, tout seul et sans le corps, embarque.
Vous venez d'entendre un des préludes de Claude Debussy, exécuté au piano par le grand spécialiste, un des grands pianistes spécialistes de Debussy, Walter Gieseking. Le morceau portant le titre évocateur de « Des pas sur la neige ». Avec le premier poème que j'ai lu tout à l'heure, extrait du recueil « Oublieuse mémoire » de 1949, et presque sans l'avoir voulu, un pont est jeté entre deux phares, entre Supervielle et Yves Bonnefoy, dont le poème « Les planches courbes » évoquait la barque des morts. Ne peut-on alors, dans le cadre de cette rencontre avec Supervielle, recourir aux réflexions qu'il a conduites sur la création poétique dans un texte de 1951 intitulé « En songeant à un art poétique ». Voici ce qu'il écrit. La poésie vient chez moi d'un rêve toujours latent. Ce rêve, j'aime à le diriger, sauf les jours d'inspiration où j'ai l'impression qu'il se dirige tout seul. Rêver, c'est oublier la matérialité de son corps, confondre en quelque sorte le monde extérieur et l'intérieur. L'omniprésence du poète cosmique n'a peut-être pas d'autre origine. Quand je vais dans la campagne, le paysage me devient presque tout de suite intérieur, par je ne sais quel glissement du dehors vers le dedans. J'avance comme dans mon propre monde mental. Le poète dispose de deux pédales. La claire lui permet d'aller jusqu'à la transparence, l'obscur va jusqu'à l'opacité. Je crois n'avoir que rarement appuyé sur la pédale obscure. L'inspiration se manifeste en général chez moi par le sentiment que je suis partout à la fois, aussi bien dans l'espace que dans les diverses régions du cœur et de la pensée. L'état de poésie me vient alors d'une sorte de confusion magique où les idées et les images se mettent à vivre, abandonnent leurs arêtes, soit pour faire des avances à d'autres images, dans ce domaine tout voisine, rien n'est vraiment éloigné, soit pour subir de profondes métamorphoses qui les rendent méconnaissables. Cependant, pour l'esprit, mélangé de rêves, les contraires n'existent plus. L'affirmation et la négation deviennent une même chose, et aussi le passé et l'avenir, le désespoir et l'espérance, la folie et la raison, la mort et la vie. Le chant intérieur s'élève, il choisit les mots qui lui conviennent. On retiendra de ces fragments que j'ai lus l'affirmation « l'état de poésie me vient d'une sorte de confusion magique ». Aussi sera-t-on passé du prince des poètes au mage. En somme, rien ne sépare vraiment la conception hugolienne du poète visionnaire, du poète mage, de celle d'Arthur Rimbaud dans sa célébrissime lettre du 15 mai 1871 à Paul Demény, dans laquelle il affirme « Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant ».
C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle la célèbre lettre du voyant. Toutefois, l'art poétique de Supervielle demeure de facture classique et ce n'est pas lui qui prône, pour citer encore Rimbaud, un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. On voit bien du reste qu'il persiste à employer le terme d'inspiration que Rimbaud eut sans doute rejeté. On retrouve la phrase de Bonnefoy déjà lue qui disait « Il y a poésie quand le mot arbre ou le mot pierre prennent des allures d'épiphanie ». Lisons alors, parmi tant d'autres poèmes que Supervielle aura voués aux arbres, celui auquel il donne pour titre « Le fond des bois », extrait justement de la section « Arbres », elle-même partie intégrante des poèmes de la période 1939-1945, dit « Poèmes de la France malheureuse ». Le fond des bois. Ah, tout est arbre devenu, colère, orgueil, douceur amie. Tout ce que j'aime dans la vie, en bois, en feuillage se mue, en un feuillage passillant toujours sous des vents différents. Mais serait-ce pour satisfaire mon cœur enfoncé dans la chair, vivant d'un bruit sourd de cognée, comme au fond de quelque forêt, en attendant que sous la terre, allant vers le noir, il se mue en quelques racines de plus? Comprenez-vous, ô disparu, au fond des forêts enfouies, et je ne sais où m'adresser. Serait-ce à la boule de gui, à ce feuillage à peine né, ou bien à la branche pourrie, vous qui, dans le léger du soir, n'êtes peut-être qu'un regard, rien de plus pour vous souvenir, une main douce à faire peur, avec un reste de chaleur qui sous la terre s'éternise. Cet autre prélude, toujours interprété par Walter Gieseking, portait le titre poétique lui-même de La fille aux cheveux de lin. Poète classique encore, Supervielle, sans nul doute le demeure, lorsqu'il se saisit à nouveau du mythe d'Eurydice dans le recueil d'oublieuses mémoires. Le poème porte le titre de celle qui fut mordue par un serpent. Eurydice. Ne pas pouvoir se retourner quand le jour est derrière soi, qu'une nuit de mauvaise foi hante notre face damnée, quand le visage d'Eurydice forme une aurore de délices et nous illumine le dos, mais laisse nos yeux sans écho et sans regard pour la merveille qui derrière nous appareille. Il suffirait d'un mouvement pour que s'approche un autre monde, pour que les ténèbres répondent à notre cœur interrogeant. Mais tu ne peux pas faire un geste, 1000 fers crochus t'en empêchent, ni même lever une main qu'éclairerait ton chemin.
Vous venez d'entendre un extrait d'une autre interprétation de Debussy par Guy King, qui est un hommage à Rameau, dont je vous invite à découvrir plus tard l'intégralité. Autre thématique classique, héritée de Novalis et de tous les romantiques allemands, le thème de la nuit. Un long poème daté de 1955, composé de 12 dizains, 12 strophes de 10 alexandrins, disposition très rare chez Supervielle, porte le titre « À la nuit ». En 1942 déjà, le critique Etiamble rédige pour les Lettres françaises un article intitulé « Supervielle et le sens de la nuit », qui se propose de montrer comment le poète est parvenu à surmonter ce thème romantique et à échapper aussi bien à l'obscurantisme surréaliste qu'au mysticisme d'un Roland de Renéville qui voyait dans la nuit un affranchissement des limites du monde matériel et un accès privilégié à l'absolu. Etiamble écrira alors « Supervielle ne sépare pas la nuit de la lumière, peu d'hommes ont parlé de la nuit avec autant de tendresse que lui. » Et Supervielle lui répondra « Vous faites voir clairement ce qu'est la poésie pour moi. C'est justement une défense contre la nuit absolue où je refuse de sombrer. » Lisons à présent quelques-uns des dizains de ce poème, le plus long qu'ait écrit Supervielle et l'un des plus envoûtants. À la nuit. Ô nuit, nous espérons merveille de tes herbes, de tes simples obscurs, de ta fausse réserve. Le jour monte, toujours une côte à gravir, toi tu descends en nous sans jamais en finir, tu te laisses glisser, nous sommes sur ta pente, par toi nous devenons étoiles consentantes. Tu nous gagnes, tu cultives nos profondeurs, où le jour ne va point, tu pénètres sans heurts. Source de notre goût, pour ceux qui se délient, sous ton chuchotement notre âme cède et plie. Ô nuit, nous te voulons témoin de nos amours, toi qui ne viens qu'à pas félin de grand velours. Hâtons-nous, s'il fait jour, de clore les persiennes, pour mêler nos baisers, confondre nos antennes. Les corps ne se reconnaissent que dans le noir, puisqu'il leur pousse alors des rayons et des dards. Comme une seule torche est cette peau qui flambe, où s'enflamme soudain l'autre corps tout ensemble. La double volupté houleuse entre nos murs devient un seul naufrage où chavire l'impur. Comme je t'aime, ô nuit, quand ta pudeur te cache derrière le ciel clair, lorsque tu fais relâche, quand sur tout le pourtour du temps illuminé, tu caches tes secrets au soleil obstiné et t'effaces au pas retentissant du jour, espérant humblement que revienne ton tour. À l'abri d'un rideau de lumière et de bleu, pieuse, tu attends la volonté de Dieu qui donne pour appui aux étoiles fidèles la toujours plus profonde altitude éternelle.
On ne comprendrait rien à Supervielle si l'on faisait l'économie de ses allées et venues entre l'Uruguay où il naquit et le pays béarnais d'où ses parents émigrèrent. Ce lien si fort avec l'Amérique latine pourrait exiger que l'on le nommât l'homme de la Pampa, titre d'un des romans poétiques qu'il écrivit. Cet aspect fondamental sera évoqué dans un second volet qui lui sera consacré. Lisons alors un dernier poème dédié à Pilar Saavedra, la femme du poète, avec qui il s'était fiancé dès le 15 décembre 1906 et qui mourra 16 ans après lui, en 1976. Ce poème, hanté par la mort, mais quel vrai poète ne le fut pas, fait écho à une donnée biographique que l'on ne peut passer sous silence, fût-on hostile à la méthode de Sainte-Beuve. En octobre 1884, la mère puis le père du poète meurent accidentellement à Oloron-Sainte-Marie. Le poète n'est alors âgé que de quelques mois, puisqu'il est né à Montevideo le 16 janvier de la même année. Il n'apprendra, et ce sera par hasard, qu'en 1893, que son oncle et sa tante ne sont pas ses vrais parents. Lisons alors le poème intitulé « Sonnet », lui aussi extrait d'oublieuse mémoire. Le poème est dédicacé à Pilar. Pour ne pas être seul durant l'éternité, je cherche auprès de toi future compagnie, pour quand, larmes sans yeux, nous jouerons à la vie et voudrons y loger notre fidélité. Pour ne plus aspirer à l'hiver et l'été, ni mourir à nouveau de tant de nostalgie, il faut dès à présent labourer l'autre vie, y pousser nos grands bœufs enclins à s'arrêter, voir comment l'on pourrait remplacer les amis, la France, le soleil, les enfants et les fruits, et se faire un beau jour d'une nuit coriace, regarder sans regard et toucher sans les doigts, se parler, sans avoir de parole ni voix, immobile, changer un petit peu de place.
venez d'entendre un morceau de Jean Sibelius, L'étude, opus 76 numéro 2, interprété au violoncelle par Solveig Menz et à la guitare par Nicolas Lestocqua. Et le morceau que vous entendiez avant celui-ci était un extrait du concert à 4 d'Olivier Messiaen, interprété par le pianiste chinois Myung-Whun Chung. La communauté chinoise me pardonnera de si mal prononcer son nom. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour explorer un second volet de l'œuvre de Jules Supervielle, axé cette fois-ci sur la pampa qu'il aura tant aimée. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.